tous. Le plaisir est pour nous ce matin de travailler un petit peu la cinématique pour cette dernière épreuve de sciences de l'ingénieur. Donc, vitesse, accélération, torseur. Nous allons répondre rapidement ce point ce qui vous permettra d'avoir une meilleure maîtrise de ces compétences qui sont plutôt calculatoires. Bon, donc, on va essayer de voir dans un sujet bac pratique, les calculs pratiques qu'il faut absolument savoir. Donc, premièrement, introduire un petit peu cette notion de solide indéformable. Nous allons voir également des paramétrages, comment on va associer à chaque solide un repère. Sur la cinématique du mécanisme ici, on verra les torseurs, pivot glissant, sphérique, glissière, voilà. Donc, ce qu'on appelle torseur, c'est cette représentation-là. Torseur cinématique, ça se représente plutôt comme ça. Et ici, dans le cas du pivot, c'est ça. Et là, on a choisi de le représenter sous forme de cette matrice-là. Donc, 3 lignes, 2 colonnes. On aurait pu choisir une matrice en plutôt 3 colonnes et 2 lignes. Donc, sur les calculs pratiques sujet bac, trapèze de vitesse, hein, donc c'est quand même à savoir. Et comment, à partir de là, on peut calculer un certain nombre de points. Voilà. Donc, introduction ici, solide indéformable, repère, choix de repère, paramétrage. Tout d'abord, on va définir le solide ici donc par opposition au liquide et au gaz. Ce qu'il faut retenir dans cette idée, c'est que les dimensions d'un solide indéformable sont plutôt constantes. Donc la masse, elle est constante, sauf fissure ou corrosion. Les distances aussi entre deux points, hein, pris au hasard, leurs normes, hein, au sens vectoriel du terme, vont aussi rester constantes. Donc, voilà. C'est ça en fait la définition du solide. Euh, donc ici, bien considérer aussi, pour chaque solide, nous on a un système qui est composé de plusieurs solides, S1, S2 jusqu'à Sn ou S5, enfin comme bon nous semble. On va associer à cela un repère, solide 1, repère 1, etc. Donc voilà. Après cette association, donc nous pouvons définir des paramètres, ce que nous appelons des paramètres, parce qu'on a des origines, et des points qui vont caractériser ici des points stratégiques de nos solides. En SI, en sciences d'ingénieur, terminal, bac plus 1, bac plus 2, on va plutôt utiliser les paramétrages cartésiens. Il en existe d'autres repères, d'autres cylindro-polaires, etc., sphériques. Enfin, vous allez le voir en physique. En bac plus 1, 2, et vous pouvez l'utiliser ultérieurement. Voilà donc le paramétrage ici permet de définir ici donc l'orientation relative de deux bases associées à deux repères, associées à deux solides. Hein. Donc vous avez vu dans ces cas-là, on prend plutôt des objets, on va dire, c'est un peu comme un avion, le drone. On a besoin de ce cas-là ici des angles hein, qu'on a appelés euh, rotation, donc précession, nutation, rotation propre. Donc là, psi, là, θ, et là, c'est plutôt phi, hein. C'est pas psi à ce niveau-là. Voilà, donc on peut le corriger, donc ici, à ce niveau-là, et mettre plutôt donc l'angle θ, ou phi. Voilà. On va mettre plutôt phi. Oui. Donc, voilà, principalement, donc on va reprendre ça un peu plus tard. Donc ce paramétrage, hein, donc ce dont on a besoin ici, hein, dans nous avons des systèmes plus de ce type-là. C'est donc de ça qu'on aura besoin. On a besoin de ce type de paramétrage. Donc voilà. Là, on va vous donner quand même cet exemple. Voilà, où nous sommes dans ce cas-là.
Et on a besoin, là, le repère, la personne est basée donc dans l'avion et est en train d'observer ici donc la trajectoire. Et nous avons besoin de préciser nous sommes où, donc sur quel point nous sommes. On pouvait dire un point ici qui s'appelle le point C. Préciser sur quel angle nous sommes, sur quel axe. Donc c'est dans ce type de configuration là qu'on a besoin en fait ici de nos paramètres. Et puis bon, je pense que ça n'étonne personne hein, de considérer à ce niveau-là, comme nous l'avons bien défini, que là j'ai possibilité ici d'effectuer des mouvements plutôt à ce niveau-là, à ce niveau-là et à ce niveau-là. Donc voilà, précession, nutation, rotation pop, où on verra aussi roulis, tangage, lacet dans certains d'autres cas. Donc pour les angles, on peut définir aussi les angles de l'air, hein, donc les passages de la base B0 à une base B3, telle que nous l'avons défini ici. Euh, voilà, toujours grâce à nos trois angles, rotation, nutation, précession, nutation, rotation propre. Et donc avoir ici dans le plan nos vecteurs orthonormés, là où vous pouvez voir x0, y0, uv. Là, on a plutôt psi, là on a θ et là on a phi. Donc, dans les trois cas, ce qui va nous permettre ici, grâce à ces trois, on va dire bases, de pouvoir étudier facilement nos trajectoires et établir les liens entre les trois. Donc voilà, donc on a parlé aussi ici donc des trois angles, hein, roulis, lacet, tangage, et vous allez voir dans des sujets en pratique comment ça s'emploie. Donc on a toujours nos pièces de référence. À chaque pièce, on va associer un repère, tel qu'on l'a dit, et nous allons voir en pratique comment cela peut se pratiquer. Donc, en pratique ici, pour une étude pratique, le robot cinématique, tel que vous voyez là, le robot en question, voilà, nous voulons étudier un système semblable à cela. Donc, on évalue en fait le mouvement global de notre système, les solides en jeu, et travailler un petit peu ce qu'on appelle les graphes des liaisons pour définir clairement les liaisons entre les solides. Voilà, donc les liaisons peuvent s'approcher en classe d'équivalence. Donc on a ici deux coussinets, deux roulements combinés à aiguille. Donc on l'a là, hein, à ce niveau-là. Nous voyons bien ce qui est défini à ce niveau-là, les solides concernés. Ensuite, donc, on va aller définir solide par solide et système par système. Donc, on a les solides, le solide 1, arbre réducteur. Ensuite, ici donc une liaison sphérique rotule, sphérique rotule. Hein. Donc, on va voir comment c'est caractérisé. Fourche, ça concerne cette partie-là en vert. Arbre de lys, bâti, donc S0, hein, c'est le socle, voilà, qui ne va pas bouger. Donc ici, les graphes des liaisons, donc ça, on va définir les liaisons entre nos solides. On a une liaison pivot, voilà, centrée sur C, sur l'axe, on va dire CY0. Liaison sphérique ou rotule en B, entre S1, solide 1 et solide 2, S1 et S2. Voilà, on a pu le situer ici. Pivot glissant, hein, surface de contact plutôt cylindrique à ce niveau-là, entre le solide S2 et S3. Et pivot encore, hein, d'axe Z4, hein, selon les repères choisis. Et encore une liaison pivot entre le solide S0 et S4. Voilà globalement comment on peut définir ici le système. On a donc nos bases ou nos repères ici. Donc selon les systèmes, on va avoir besoin de nos bases ou de nos repères et définir ici nos graphes des liaisons. Et par rapport aux graphes des liaisons,
on peut faire une étude, on peut approcher les vitesses, que ce soit des rotations, des translations, nos torseurs, hein, on va passer par des torseurs, ça sera beaucoup plus simple. Et on peut écrire des relations de fermeture, c'est-à-dire mettre en place une équation. Donc voilà, ici, sur nos graphes des liaisons, pour bien rappeler les axes choisis, voilà. Donc Y0 pour ce solide-là, euh, donc X2 pour ce solide-là, Z4 pour cette liaison, pardon, et voilà, globalement, c'est à quoi ça ressemble. Donc en 3 dimensions, nous le représentons comme ça, et donc on peut ici revenir solide par solide, S0, S1, S2, S3, S4, et approcher donc la cinématique ici donc de la chose ici, et voir le mouvement global de mon système. Donc maintenant, ayant ça, nous pouvons passer aux équations ou aux torseurs. Donc partant de là, on va définir liaison par liaison les torseurs qui conviennent et pouvoir approcher ici. Donc les torseurs des actions cinématiques. D'abord, donc liaison pivot. Donc j'ai qu'une rotation que je note ici là. Donc dans la matrice, dans cette matrice là, j'ai choisi par exemple là de noter ma rotation à ce niveau-là. Glissière, j'ai qu'une vitesse de translation, donc je la note à ce niveau-là. Hélicoïdal, donc translation, rotation, donc ici. Pivot glissant, donc translation, rotation. Sphérique à doigt, rotation selon Y, rotation selon X, c'est ce qui est représenté là. Rotule, j'ai donc 3 rotations, pas de translation. Appui-plan, 2 translations, X, Y, et une rotation en Z. Donc voilà, hein, là on n'a pas fait une représentation matriciellement claire, mais passons déjà par cette idée de tableau, ça permet quand même de voir les R, donc les rotations, les T, les translations, sur quelle liaison j'ai quoi. Voilà, donc là vous avez la représentation, vous avez l'axe, ici par exemple de pivot ou de glisseur, en gros vous avez la nomenclature concernée, et d'un point de vue ici vocabulaire, donc rotule de centre O, appui-plan de normal Z, pivot glissant d'axe OX, glissière d'axe OX, ou hélicoïdal d'axe OX, pivot d'axe OX. Voilà en fait ici l'idée des torseurs des actions cinématiques que nous allons représenter plutôt clairement dans notre étude ici. On a une liaison pivot d'axe O1, X1. Alors, j'ai écrit ici, nous sommes entre le solide 1 et 0. Donc, torseur V10 noté entre crochets égale. Donc là, ici, j'ai une vitesse de rotation. Et là, la vitesse de translation est nulle. Nous sommes au point C. Pourquoi? Parce qu'on a dit pivot d'accès ici, d'accès Y0. Donc si c'est défini comme ça, donc il faut juste bien répondre ici, comme on nous a dit d'accès Y0. Donc là c'est Y, hein, et ici c'est Y0. Bon, pourquoi c'est alpha point? Bah parce que vous avez cette vitesse là, donc si c'est Y0, on va reprendre un petit peu les choses à ce niveau-là. Voilà. Donc alpha là, voilà, il est au niveau de Y0. Donc sur cette base-là. Donc là c'est 0. Y c'est à ce niveau-là. On va le renseigner là. Il vaut alpha point. Et là on a dit axe Y0. Donc c'est Y0. Voilà. Y. Et c'est bon. Voilà en fait comment nous représentons plutôt les choses. Pivot d'axe Y0, C c'est le point concerné, Y0, bah Y0. Donc ça c'est en radians par seconde, c'est-à-dire que c'est la dérivée d'un angle qui est en radian, parce que la dérivée c'est D sur dt, donc par seconde.
Donc voilà en fait l'idée ici. On va y revenir, on pourra revoir un petit peu cette idée par cette analyse dimensionnelle. Bon, on a dit pour n'importe quel point, puisque là, il n'y a pas les translations. Donc, au niveau de rotation, on a pris pour n'importe quel point appartenant à cet axe-là, on peut écrire pour n'importe quel point, hein. Ça ne va pas changer. Pourquoi? Parce que c'est la rotation. Si c'était la translation, il faut faire attention au point, puisque il y a Varignon qui va s'appliquer. La relation de Varignon, ici. Donc, liaison sphérique, euh, ici, sphérique en B entre ces deux solides. Voilà, si c'est en B, donc là, il faudra revenir à ce niveau-là. Sphérique de centre B. On a vu que ça se notait deux centres. Donc voilà. Donc là, c'est en B. Voilà. Et la liaison sphérique, d'un point de vue torsoriel, ça se note comme ça. Donc entre S1 et S2, voilà, et oméga de 1, solide 1, entre solide 1 solide 2. Et ici, quand on parle de sphérique ou de rotule, il n'y a pas, si on revoit la nomenclature, il y a trois rotations et pas des translations, hein. Donc je vous renvoie à ce niveau-là, voilà, rotule. Voilà, vous avez au niveau de votre rotule ici trois rotations et pas de translation. Donc voilà ce qu'on a essayé de vous représenter quand nous sommes au niveau de notre rotule. Euh, oui. Donc ensuite, liaison pivot glissant, CX2 entre S2 et S3, voilà, entre solide 2 et solide 3. Donc il y a pivot glissant, donc ça pivote et ça glisse, donc rotation et translation, les deux existent bel et bien ici. Sur l'axe C, donc c'est X2, voilà. Et là, donc j'ai représenté mes deux quantités. Donc ça, c'était euh, euh, 100 radians par seconde, hein. Donc oméga, c'est égal à oméga en radians par seconde. Ça, c'est en radians, ça, c'est en seconde, radians par seconde. Voilà, on a bel et bien ce qu'on veut ou ce qu'on recherche ici. Et comme j'ai bien représenté, je suis passé de ces quantités-là sur une base. Maintenant, quand je passe en torseur, il y a une rotation sur x2, une rotation sur x2, et une translation, une vitesse de translation sur x2 aussi. Ben voilà, c'est bien noté. Et donc, voilà, j'ai pu rendre compte de ce qui se passe. Liaison pivot, de même, j'applique le même raisonnement. Pivot, C Z4. Donc là, je vais revenir ici. C'est au niveau de l'axe Z et non de l'axe X. Donc là, c'est 0. Et ici, je pivote sur cet axe-là, puisque c'est Z4. Donc voilà, en fait, comment nous représentons les choses. Là, c'est sur X0, bah, même raisonnement. Pivot d'axe C, X0. Donc ça sera bien sur X ici. Voilà, donc si vous avez fait les matrices en maths, ça sera un peu plus simple. Sinon, c'est pas si compliqué que ça. Comme vous avez pu le voir, l'objectif c'est quoi? Donc le but ici, c'est de mettre en place une relation entre le paramètre de sortie et le paramètre d'entrée. On va écrire une relation de fermeture, c'est-à-dire de 4 en 4, c'est un peu l'idée de Chasles, hein, de la relation de Chasles. On va de 4 en 4, donc fermeture, ça va nous donner le torseur nul. Donc, le torseur 4,3 plus 3,2 plus 2,1 plus 1,0 plus 0,4, ça fait comme si on partait de 4 et on arrivait à 4. Donc, c'est ça. Et en ça, on va injecter les torseurs tels que nous l'avons écrit pour chaque axe et on va établir les équations. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, si vous avez ça, vous avez une bonne partie du raisonnement. Donc, maintenant, torseur des actions cinématiques, tel qu'on l'a vu là, vous n'en aurez pas toujours besoin parce que ça dépend. Ça dépend du sujet. Si vous avez un sujet sur tel que le sujet qui est tombé sur le métro, n'allez pas chercher des complications, hein. Donc, vous faites avec ce que vous avez. Donc, si vous avez un sujet qui tombe, je sais pas, sur le métro, bah, vous allez analyser le sujet, rester un peu plus sur ce sujet-là et voir réellement qu'est-ce que vous avez besoin. Souvent, tel qu'on l'a dit, c'est souvent
le repère cartésien qui suffit ici. Et si on vous donne votre trapèze de vitesse, bah, vous restez sur ça et vous n'allez pas utiliser autre chose que ça. Donc, pour reprendre ici, sur ce sujet-là, donc reprenons un petit peu sur le sujet. Donc, reprenons sur le sujet. Hein, donc, le sujet était représenté comme ça. Voilà. Donc, présentation. Le métro de Rennes, de type VAL, donc véhicule automatique léger, est un système de transport en commun entièrement automatique. Là, on a vu le métro 14 qui est automatique, développé par la société Siemens France. Voilà, sans conducteur. On a pris dans la vidéo que vous avez vue, le métro 14. Voilà, on était plus précisément à la station Châtelet. Vous avez vu à peu près le principe pour celles et ceux qui connaissent. Sinon, vous pouvez aller visiter le métro 14 et voir un petit peu le principe. Donc, sans conducteur, il ne nécessite aucun personnel d'exploitation à bord des véhicules ainsi qu'en station. Donc, inauguré le 15 mars pour le métro rennais ici, donc 2002, ne comporte qu'une seule ligne représentée sur la figure. Donc, vous avez la figure et vous avez votre ligne. Voilà. Donc, tronçon aérien, zone d'étude de la partie 3 du sujet. Tronçon souterrain, zone d'étude de la partie 1 du sujet. Donc, après, c'est à vous d'aller chercher ce sujet, métro rennais, et de regarder un petit peu. Donc, ce métro, alimenté en énergie électrique et équipé de pneus, figure parmi les modes de transport les plus silencieux et les plus propres. Le pilotage centralisé et distant permet à chaque instant d'adapter le nombre de rames à l'affluence des voyageurs. La société Keolis, en charge de l'exploitation du métro, fait en sorte de minimiser sa consommation d'énergie en mettant en œuvre des solutions innovantes autour desquelles s'articulent les questionnements proposés. Donc, les deux postes importants de consommation d'énergie sont l'alimentation des rames. Donc, une rame est constituée de deux voitures, voire figure 2, et le chauffage des voies, donc bande de roulement des pneus. Donc, voiture 1, voiture 2, bande de roulement, donc pneus. Donc, voilà la représentation schématique ici donc d'une rame. Euh, sur ce sujet-là, vous aviez votre trapèze de vitesse. Là, c'est pas la peine d'aller chercher des torseurs parce que vous n'en avez pas besoin. Par contre, repérer les trois phases, accélération, voilà. Là, régime permanent, nous sommes en vitesse constante ici, plutôt, et phase de décélération. Donc, phase 1, donc entre 0 et 17 secondes, qu'est-ce qu'on a? On a plutôt quelque chose de linéaire. Voilà, donc la vitesse est égale à A fois T. Comment on calcule le coefficient directeur? Bah, f de x1 moins f de x0 sur x1 moins x0. En l'occurrence, c'est pas en fonction de x, mais en fonction de t. Pourquoi? Parce que c'est la variation delta v sur delta t. Donc, nous allons utiliser ça pour calculer l'accélération ici. A, le coefficient directeur, donc V1, 16, moins V0, donc V0 c'est 0, sur T1, donc 17, moins 0. Donc, ayant ça, voilà, nous avons ça à delta V sur delta T. Voilà, ici, ce n'est pas ça qu'il faut mettre en l'occurrence. Donc, ayant ça, bah, vous pouvez approcher vous avez la vitesse. Si la vitesse est égale à ça, vous pouvez approcher votre déplacement. Voilà. Pour comment approcher le déplacement? Nous savons que la vitesse, c'est la dérivée de la position. Donc, la position va s'approcher par l'intégrale de cette quantité. Donc, en intégrant A, T, on a un demi de A T carré. Donc, voilà, c'est l'idée de ce que nous avons ici. Phase 2, même réflexion, là c'est une constante, donc c'est une constante, la vitesse ici vaut 16 mètres par seconde par lecture graphique. L'accélération est nulle pour la position, donc on va simplement intégrer ça entre T1 et T2, entre 37,5 secondes et 17,5 secondes, fois la vitesse ici, donc on l'a appelé V2 parce que c'est cette vitesse-là, V2, tout simplement pour faire référence à la phase 2. Troisième phase, ici, c'est la phase de décélération.
nous procédons de la même manière, hein, donc que tout à l'heure. Donc bien noté ici, c'est une fonction plutôt affine. Le point stratégique, donc 37,5 secondes et 54,5 secondes, fin de course. Donc ayant cela, donc on peut calculer donc le coefficient directeur et remplacer ici. Donc on vient d'avoir l'accélération. Et ici donc à l'accélération fois le temps, j'ai la vitesse plus ça, c'est encore une vitesse bêta. Donc pour approcher ce bêta là, bon, on fait comme si on recherchait l'ordonnée à l'origine, mais pas l'ordonnée à l'origine ici. En prolongeant cette courbe là, c'est quoi l'ordonnée à l'origine? C'est ça que nous cherchons. Et par les calculs, nous arrivons à trouver que c'est 51,23. Donc c'est en prolongeant cette courbe-là qu'on va aller trouver le 51,23 mètres par seconde, puisqu'il s'agit d'une vitesse. Voilà, ici, si on vous demandait la distance totale parcourue, bah, c'est la distance de la phase 1, la phase 2, plus celle de la phase 2, plus celle de la phase 3. Oui, donc, vous pouvez aussi avoir ce type de questions-là. Hein. On vous dit la vitesse des rames est en fait générée, ou plutôt gérée par la loi vitesse égale à vitesse en fonction de la position, représentée sur la figure 5, vitesse V en fonction de la position X, qui a été obtenue à partir de la loi vitesse en fonction du temps. En cas d'incident mineur, euh, le mode dégradé doit permettre à une rame de rattraper son retard sur quelques interstations. Voilà. Donc la figure 5, donc en mode dégradé ici, c'est notre figure 5, vous avez ça, loi de vitesse en mode dégradé, et en mode, pardon, non dégradé ici. Donc en mode dégradé, c'est ça et ça. Et on peut considérer en termes de temps, ça c'est par exemple le temps T1, ça c'est aussi le temps T1 par symétrie, c'est la même chose, donc 2 fois T1 en l'occurrence. Donc c'est comme ça qu'il faut lire les sujets, hein. Être un peu plus prudent sur ça. Donc voilà globalement et comment ces choses peuvent s'approcher. Donc non dégradé, on avait vu ça, donc 2 fois T1 pour le temps dégradé. Voilà en pratique les études, comment vous pouvez les mener ici. On pouvait ouvrir un petit peu plus sur le train avec ce projet-là qui a été réalisé chez CITES. Donc, bon, l'élève présente un petit peu l'entreprise, les circuits de voies, donc des voies ici, donc des métros, des trains, tableau de contrôle optique, voilà. Donc, cette entreprise-là est spécialisée dans les réalisations des travaux, des signalisations ferroviaires. Il y a aussi une partie génie civil, hein, donc voilà, en fait, les circuits de voies, comment cela s'organise. Vous avez ici des joints isolants, là vous avez des résistances, là vous pouvez reconnaître vos feux. Ces portions-là qu'on appelle des cantons. Donc détecter la présence d'un essieu dans un canton. Donc une fois détectée, cette information est exploitée et utilisée pour contrôler la présence ou l'absence des véhicules sur une partie des voies, donner une indication de présence ou d'absence d'un train au tableau de contrôle optique du poste, hein, d'aiguillage, utilisé pour la fermeture automatique ici. Donc euh, voilà, donc vous voyez ici les zones non occupées en jaune et les zones occupées en rouge. Voilà à peu près ce que nous avons dans le tableau de contrôle quand vous travaillez un petit peu sur vos trains. Donc si les sujets vous passionnent, vous pourrez toujours poursuivre. Euh, donc vous voyez l'intérêt en fait d'un BTS électrotechnique dans ce type de projet. Et là, vous voyez dans les voies ce que vous avez, hein, ce qu'on appelait ici donc le KVB. C'est un système de contrôle de vitesse à transmission de données, contrôle de la vitesse, limite maximale autorisée, contrôle des limitations permanentes ou temporaires, voilà, de votre vitesse. Vous avez ce machin-là qu'on appelle Crocodile. C'est un équipement utilisé dans les réseaux ferroviaires français, belges ou luxembourgeois pour transmettre en cabine l'autorisation ou non de franchir un signal et permettre d'arrêter en cas de danger. Euh, voilà, donc pour vous présenter un système un peu plus complet, vous avez ça avec ce qu'ils ont appelé ici donc pédale. Euh, cette pédale-là va permettre en fait de détecter les passages d'une circulation de façon plutôt ponctuelle.
donc électro-mécanique ou électronique. Et là, vous avez toute la rame présentée, pédale d'annonce à ce niveau-là, à ce niveau-là. C'est un schéma plutôt simplifié, hein. Vous avez votre barrière, là vous avez feu rouge clignotant, sonnerie, ici moteur barrière, pédale de réarmement. Et là vous avez vos automates. Donc voilà, en fait l'idée ici, si les réseaux ferroviaires vous intéressent, on va vous animer un petit peu avec, voilà, notre métro 14 pour ce sujet bac sur le métro Renault. Voilà, donc fonctionnement en autonomie, sans besoin d'un conducteur à bord. Donc voilà, j'espère que tout va très bien se passer pour votre épreuve, en vous souhaitant tout de même une excellente journée. Et merci encore pour tout. Voilà, à très bientôt.